J'ai acheté ce terrain grâce à 8 ans de double journée de travail. Ma belle-mère a rencontré le constructeur et a fait ajouter une suite au plan. À son nom, une mère devrait avoir son propre espace. Mon mari avait signé l'ordre de modification. Je n'ai confronté aucun des deux ce soir-là. J'ai appelé la banque le matin et j'ai demandé à qui appartenait le prêt qui finançait la construction. J'ai trouvé l'avenant un mardi soir de mars, glissé dans une chemise cartonnée couleur manille qui posait sur le bureau du cabinet de travail de Marcus depuis 11 jours. Je sais que cela faisait 11 jours parce que j'avais vu cette chemise chaque fois que je passais devant la porte ouverte, elle était là, couleur crème, légèrement cornée à un angle, et chaque fois je m'étais imaginé qu'il s'agissait d'un document de routine. Des demandes de permis, peut-être des rapports d'analyse de sol, le genre de paperasse qui se multiplie lorsqu'on construit une maison à partir de rien sur un terrain. Vous avez passé 8 ans à acheter ce terrain, un acre à la fois. Je ne furetais pas. Je tiens à être très clair là-dessus parce que cela compte pour moi et parce que cela compte pour l'histoire. Je cherchais la facture du plombier, un document que j'avais demandé à Marcus de laisser à un endroit accessible parce que c'était moi qui gérais l'échéancier de déblocage des fonds de notre prêt à la construction. C'était moi qui avais monté le dossier de prêt. C'était moi dont la cote de crédit, les revenus et les 8 années de double garde à l'hôpital Merci Général avaient permis d'obtenir ce prêt en premier lieu. Alors oui, j'étais dans son bureau. Et oui, j'ai ouvert ce dossier parce que dans mon mariage, dans ma maison, concernant mon terrain, mon prêt et mon argent, j'avais le droit d'ouvrir les dossiers. L'avenant se trouvait au-dessus, daté du 18 février, signé par Marcus Allen Whitfield. Son nom complet, en cursive soigné, le genre d'écriture qu'il n'utilisait que lorsqu'il voulait que quelque chose ait l'air officiel. La modification décrivait dans le langage sec des entrepreneurs l'ajout d'une suite pour inviter de 87 mètres carrés à l'arrière de la structure principale. Entrée privée, zone CVC séparée, kitchenette, salle de bain accessible avec douche à l'italienne. La suite était désignée sur les plans par une étiquette que j'ai dû lire 3 fois avant d'y croire. L'étiquette indiquait « Suite de Loretta ». J'ai reposé le dossier sur le bureau exactement comme je l'avais trouvé. Je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis tenu près de l'évier en regardant la cour arrière de la maison que nous louions pendant que notre vraie maison était en cours de construction sur un terrain de 12 acres dans le comté de Harmon, en Caroline du Nord. Un terrain que j'avais payé, accumulé sur 8 ans par tranche qui m'avait coûté du sommeil, du confort et bien d'autres choses que je ne peux toujours pas nommer entièrement. J'ai bu l'eau. J'ai rincé le verre. Je l'ai posé à l'envers sur l'égouttoir. Loretta était la mère de Marcus, et je n'avais pas été consulté, informé, sollicité, ni montré un croquis préliminaire, une estimation budgétaire, ni entendu un seul mot à ce sujet. J'avais 31 ans, debout dans une cuisine de location à 19h52. Et le sentiment très précis qui m'a envahi n'était pas du chagrin. Ce n'était pas la douleur vive et particulière de découvrir que votre mari vous ment. Cela faisait assez longtemps que je soupçonnais que quelque chose allait mal pour que la douleur brute ait déjà été remplacée par quelque chose de plus froid et de plus utile. Ce que j'ai ressenti, c'était une confirmation. Ce que j'ai ressenti, c'était le déclic interne très silencieux d'une porte qui se verrouille de l'intérieur. Je ne suis pas retourné dans ce bureau. Je n'ai pas appelé Marcus sur le chantier où il m'avait dit qu'il resterait jusqu'à 21h. Je n'ai pas appelé Loretta Whitfield, qui vivait à 40 minutes de là dans une maison de plein pied en briques dans le comté de Guildford et qui, au cours de nos 12 années de connaissance, ne m'avait jamais appelé une seule fois par mon prénom sans donner l'impression que c'était un désagrément mineur. Je suis allé me coucher. J'ai lu 40 pages d'un roman que j'ai à peine enregistré. J'ai réglé mon réveil pour 6h15. Et le matin, avant que Marcus ne soit tout à fait réveillé, j'ai appelé la banque. Il faut que je revienne en arrière avant de pouvoir avancer, parce que rien de ce qui s'est passé ce soir de mars n'existe dans le vide. Cela existe au sein de 12 années d'une forme particulière de pression accumulée. Le genre de pression qui ne s'annonce pas comme un dégât pendant qu'elle se produit. Le genre qui ressemble pendant très longtemps à la simple forme des choses. Je m'appelle Cassandra Whitfield. Cassandra Renée Boone Whitfield si nous voulons être précises. Et j'ai décidé que nous allions être très précises sur tout à partir de maintenant. Je suis né à Asheville, en Caroline du Nord, 29 ans avant d'épouser Marcus. Et j'ai grandi dans cette pauvreté qui vous apprend tôt à lire les petits caractères surtout. Ma mère cumulait 2 emplois pendant la majeure partie de mon enfance. Et quand j'avais 13 ans, elle m'a assise à la table de notre cuisine avec une pile de factures et un bloc-notes jaune à lignes,
et m'a expliqué en détail le budget familial. Non pas parce qu'elle voulait que je m'inquiète, disait-elle, mais parce qu'elle voulait que je sache comment le monde fonctionnait réellement. Cette table, ce bloc jaune, l'écriture de ma mère au stylo à billes bleues, voilà l'éducation qui m'a finalement sauvé. Je suis devenue infirmière diplômée d'État, puis infirmière chef, puis infirmière responsable à l'hôpital Mercy Général de Greensboro, en Caroline du Nord. J'avais 24 ans lorsque j'ai pris mon premier contrat d'infirmière itinérante et que j'ai commencé à épargner avec une agressivité que mes amis trouvaient légèrement alarmante. Je n'épargnais pour rien de précis au début. J'épargnais parce que mettre de l'argent de côté me semblait être la seule forme de contrôle dont je disposais. J'épargnais parce que j'avais grandi en voyant ce qui arrivait à une femme lorsqu'elle n'avait aucun coussin financier, aucune réserve, aucun secours. J'épargnais parce que je savais, de cette façon dont on sait certaines choses sans pouvoir les articuler, que j'en aurais besoin un jour. J'ai rencontré Marcus Whitfield lors du dîner d'anniversaire d'un ami commun à l'automne de l'année de mes 24 ans. Il avait 30 ans, de larges épaules, un rire qui venait de très bas dans sa poitrine et l'habitude de donner à chaque personne dans une pièce le sentiment d'être la plus intéressante. Il était chef de projet pour une entreprise moyenne de construction commerciale. Et il parlait des bâtiments comme certaines personnes parlent de la musique, avec une attention sincère et une sorte de révérence que je trouvais, à 24 ans, profondément séduisante. Il conduisait une camionnette propre. Il ouvrait les portes. Il appelait quand il disait qu'il le ferait. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous nous sommes fiancés. Nous nous sommes mariés quand j'avais 26 ans lors d'une cérémonie dans un petit vignoble près d'Asheville avec 60 personnes, une tente et des guirlandes lumineuses dans les arbres. Et je croyais de tout mon cœur que je prenais une bonne décision. Les premières années ont été sincèrement agréables. Je tiens à le dire non pas pour adoucir ce qui est venu plus tard, mais parce que c'est vrai et parce que la vérité est ce à quoi je m'engage. Nous avions un appartement d'une chambre à Greensboro, puis un 2 pièces. Marcus était bon dans son travail et a obtenu 2 promotions en 3 ans. Je travaillais pour obtenir ma certification d'infirmière responsable, je faisais des heures supplémentaires les week-ends et je mettais chaque dollar supplémentaire de côté sur un compte d'épargne à haut rendement que je vérifiais avec la même régularité que la plupart des gens vérifient leurs réseaux sociaux. Nous nous disputions sur les sujets dont se disputent les jeunes couples, la vaisselle, les emplois du temps, la fréquence des visites à sa famille par rapport à la mienne. Des frictions normales. Ce qui n'était pas normal, et ce que j'étais trop proche pour voir clairement dans ces premières années, c'était Loretta. Loretta Whitfield a 63 ans et fait partie de ces femmes qui ont organisé toute leur identité autour du fait d'être la mère de quelqu'un, d'une manière qui ne laisse aucune place pour que ce quelqu'un soit aussi le mari d'une autre. Elle n'est pas dramatique. Elle n'est pas bruyante. Elle ne fait pas de scène lors des dîners de famille et ne pleure pas ouvertement quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Elle est beaucoup plus efficace que cela. Elle est le genre de femme qui dit des choses comme « Je pense simplement que Marcus mérite d'avoir quelqu'un qui soit vraiment dans son camp », en le pensant comme une remarque à votre sujet. Elle est le genre de femme qui appelle son fils 2 fois par jour pour prendre des nouvelles et qualifie cela de simple complicité. Elle est le genre de femme qui, lorsque son fils a acheté sa première voiture, a fait 40 minutes de route pour l'inspecter, puis a mentionné devant le directeur de la concession qu'elle pensait qu'il aurait dû choisir une autre couleur. Je l'ai remarqué tôt. Je l'ai nommé à Marcus tôt. Et c'est ici que je veux faire une pause et reconnaître quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre clairement. Marcus n'a pas demandé à sa mère de s'adapter. Il m'a dit que j'étais trop sensible. Ce mot, sensible, est un petit mot avec une grande fonction. Dans notre mariage, il était utilisé pour rejeter environ 80% de toutes les inquiétudes que je soulevais au sujet de Loretta. Elle ne le pensait pas comme ça, disait-il. Elle agit simplement en mère. Tu es trop sensible. Et parce que j'étais jeune, que je l'aimais et que je n'avais pas encore pleinement compris qu'un rejet répété assez souvent devient une forme d'effacement, je m'analysais. Je me demandais si j'étais, en fait, trop sensible. Je m'excusais pour des choses que j'aurais dû être encouragé à remarquer. Le terrain était mon idée, mon objectif, mon projet. Dès la première fois où j'ai posé les yeux sur cette parcelle dans le comté de Harmon, 4 ans après le début de notre mariage. J'avais 30 ans. J'accumulais délibérément de l'épargne depuis 6 ans à ce moment-là, et j'avais un coussin financier qui n'était pas grand selon les critères de la plupart des gens avec qui je travaillais, mais qui était significatif au vu de mon propre parcours. J'avais également,
pendant cette période, remboursé une partie substantielle de nos dettes communes, y compris des cartes de crédit que Marcus avait accumulées pendant une période où son entreprise avait perdu un contrat majeur. Et il ne m'avait dit à quel point les choses allaient mal que lorsqu'elles étaient devenues très graves. J'avais pris cela en charge. J'avais réorganisé notre budget, accumulé les gardes supplémentaires et couvert les dettes parce que c'est ce qu'on fait quand on construit une vie avec quelqu'un. Du moins, c'est ce que je croyais. Le terrain dans le comté de Harmon se composait de 12 acres de forêt de feuillus mixtes traversés par un ruisseau dans sa partie inférieure, avec une crête dégagée au sommet qui donnait à l'ouest vers les montagnes de Blue Ridge. Le prix demandé était de 260 000 $. Je n'avais pas cette somme. J'avais à ce moment-là 68 000 $ d'épargne sur un compte qui était à mon seul nom. Une décision que j'avais prise tôt dans le mariage, non par secret, mais par mémoire musculaire d'une femme élevée pour conserver son propre coussin de sécurité. Marcus savait que le compte existait. Il ne connaissait pas le solde exact parce qu'il n'avait jamais demandé, et je n'avais jamais vu de raison de le lui détailler sans qu'on me le demande. J'ai acheté les 3 premiers acres pour 49 000 $. Nous avons convenu formellement, assis à la table de notre cuisine de la même manière que ma mère m'avait appris la théorie que l'achat du terrain était mon projet, financé par mon épargne. Structuré comme un plan à long terme pour construire notre maison permanente sur une propriété qui nous appartiendrait entièrement. Marcus se disait partant. Marcus disait que c'était une excellente idée. Marcus disait, avec cette sincérité particulière dont je ne sais toujours pas aujourd'hui si je dois y croire, qu'il était fier de moi de penser ainsi. Au cours des 8 années suivantes, les 8 années en question, les 8 années que je décris par des doubles gardes, de la discipline et une qualité d'intention particulière, j'ai acquis les 9 acres restants en 4 transactions distinctes. Le dernier achat, 3 acres qui complétaient la parcelle, s'est conclu 14 mois avant que je ne trouve l'avenant. Coût total du terrain, 212 000 $, entièrement payé par mes revenus, mon épargne, mes heures supplémentaires, ma gestion rigoureuse de chaque dollar qui me passait entre les mains. Marcus contribuait à nos dépenses du foyer pendant cette période. Il ne contribuait pas aux achats de terrain. C'était depuis toujours l'accord, et cet accord émanait de moi. J'ai également pris la responsabilité principale du prêt à la construction. La cote de crédit de Marcus avait été entachée par un prêt professionnel qui avait mal tourné. Une petite entreprise qu'il avait tentée avec un ami de sa compagnie, une histoire que je n'ai pas la patience de raconter en détail, mais la version courte et qu'elle nous a coûté 18 000 $ et 2 ans de rétablissement méticuleux du crédit. Le prêt à la construction était aux deux non techniquement, mais mes revenus constituaient le critère principal d'admissibilité et mon historique financier était la colonne vertébrale du dossier. L'agente de prêt me l'a dit en ces termes exacts lors de la signature. C'était moi qui gérais l'échéancier des déblocages. C'était moi qui étais en communication avec le constructeur, un homme nommé Dal Forsythe, qui dirigeait une entreprise de maisons sur mesure petite mais réputée à Ashboro. C'était moi qui avais passé 2 ans à travailler avec un architecte sur les plans, à prendre des décisions sur la taille des pièces, l'emplacement des fenêtres, et à savoir si l'îlot de la cuisine aurait un bord en retombée ou standard. Ce n'était pas un investissement passif. C'était la chose la plus délibérée, la plus soutenue, la plus organisée que j'ai jamais construite. Et quelque part en chemin, quelque part dans l'espace des réunions, des révisions de plans et des visites de chantier auxquelles je ne pouvais pas toujours assister parce que je travaillais, et où j'envoyais parfois Marcus à ma place parce qu'il connaissait le langage du bâtiment. Loretta Whitfield s'était fait présenter Dal Forsythe et lui avait communiqué, avec l'aisance d'une femme à qui personne d'important n'a jamais dit non, qu'elle aurait besoin de sa propre suite. Je ne savais pas exactement quand cela s'était produit. Je l'apprendrai plus tard. Mais le matin après avoir trouvé l'avenant, debout dans la cuisine à 6h45 pendant que le café infusait et que Marcus dormait, j'en savais assez pour comprendre la forme de ce qui avait été fait. Mon mari avait emmené sa mère sur mon chantier. Il l'avait présentée à mon entrepreneur. Il avait signé un avenant, un document juridique modifiant les plans d'une structure en cours de construction sur mon terrain avec mon prêt, sans me consulter, sans me le dire et sans me demander mon autorisation. Et la suite portait son nom, comme si la décision avait déjà été prise, comme si mon terrain n'était qu'une ressource à attribuer par d'autres personnes pendant que je travaillais. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la banque à 6h58 du matin, le moment le plus tôt où je savais que leur ligne de prêt commercial ouvrait. L'agente de prêt qui a répondu était une femme nommée Patricia, et je lui avais parlé assez souvent au cours des 2 dernières années pour qu'elle reconnaisse ma voix immédiatement. Je lui ai dit que je devais comprendre l'échéancier actuel des déblocages et,
en particulier, si des fonds avaient été versés au titre d'un avenant déposé en février. Elle a extrait le compte. Il y a eu une pause d'environ 10 secondes. Puis elle a dit qu'effectivement, une demande de déblocage avait été soumise le 2 mars pour un avenant daté du 18 février. Le montant du déblocage était de 41 000 $. Il avait été approuvé le 5 mars. Le 5 mars, c'était il y a 6 jours. Je lui ai demandé qui avait autorisé la demande de déblocage. Elle m'a répondu que la demande avait été soumise par l'entrepreneur général, Dal Forsyth, et co-signée par Marcus Whitfield, en tant que représentant autorisé de l'emprunteur. J'ai remercié Patricia. Je lui ai dit que je rappellerai plus tard dans la journée et que je demanderai peut-être un blocage des futurs versements en attendant un examen de l'échéancier. Elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle le noterait sur le dossier. Je me suis versé mon café. Je m'assis à la table de la cuisine, pas très différente de la table de ma mère, pas très différente de ce bloc-notes jaune. Et j'ai regardé par la fenêtre la cour arrière de la location où rien n'était à moi, où tout était temporaire. Et j'ai fait ce que je m'étais entraîné à faire pendant des années, à gérer des budgets, des plans de soins et des situations compliquées où le coût d'une réaction irréfléchie se mesurait en conséquences réelles. J'ai réfléchi soigneusement à ce que je savais, à ce que je pouvais prouver et à ce que je devais découvrir avant de faire le moindre geste visible. Ce que je savais, Marcus avait signé un avenant modifiant les plans d'une maison en construction sur un terrain m'appartenant, ajoutant une suite résidentielle permanente pour sa mère sans m'en informer. Ce que je pouvais prouver, l'avenant lui-même, le versement des fonds et la signature d'autorisation. Ce que je devais découvrir, depuis combien de temps cela durait, quelle était la compréhension qu'avait Loretta de cet arrangement, c'est-à-dire si elle croyait qu'on lui donnait la propriété de quelque chose et s'il y avait d'autres modifications au plan ou au budget qu'on ne m'avait pas montré. Je devais aussi savoir si la suite, telle qu'elle était dessinée et décrite, pouvait être considérée juridiquement comme un logement distinct, parce que 87 mètres carrés avec kitchenette, entrée privée et zone CVC séparée, ce n'est pas une chambre d'amis. En Caroline du Nord, c'est une question qui touche aux unités d'habitation accessoires, aux droits de propriété, et éventuellement à la prescription acquisitive si l'on parle de quelque chose de suffisamment long et audacieux. Je n'étais pas prête à construire le logement de quelqu'un d'autre sur mon terrain sans comprendre l'architecture juridique de ce que je construisais. J'étais à mon bureau au travail à 8h30. Mon premier appel entre deux patients a été pour une avocate spécialisée en droit immobilier nommée Gwendaline Torres, qui m'avait été recommandée 2 ans plus tôt par une collègue lors du dernier achat de terrain. J'avais fait appel à elle pour cette transaction et j'avais apprécié sa précision, sa franchise et la façon dont elle répondait à mes questions sans les adoucir pour les rendre plus faciles à entendre. Je lui ai laissé un message calme et précis. Je devais comprendre les implications juridiques d'une modification structurelle apportée à un projet de construction sur un terrain m'appartenant dans le comté de Harmon, concernant une suite résidentielle ajoutée au plan à mon insu et sans mon consentement. Et je devais savoir quel droit, le cas échéant, un occupant désigné pouvait revendiquer. J'ai laissé mon numéro de portable. Je lui ai demandé de me rappeler dès qu'elle aurait un moment. Elle a rappelé à 11h14. Nous avons parlé pendant 22 minutes. À la fin de cette conversation, j'avais compris 3 choses importantes. Premièrement, comme l'acte de propriété du terrain était à mon seul nom, une décision que j'avais prise lors de chaque achat et sans jamais y repenser, toute structure construite sur ce terrain faisait légalement partie de ma propriété. Deuxièmement, qu'un avenant signé par Marcus en tant que représentant de l'emprunteur ne lui donnait, ni à lui ni à quiconque désigné par lui, aucun droit de propriété sur ce qui était construit, et que son pouvoir de signature se limitait à la gestion administrative des déblocages de fonds. Pas aux décisions de conception structurelle. Troisièmement, le nom donné à la suite de Loretta, n'avait aucune portée juridique quelle qu'elle soit, tant qu'il n'y avait pas d'acte séparé, pas de servitude enregistrée et aucun accord signé créant un droit résidentiel quelconque. Gwendaline a également souligné, avec l'autorité calme que j'appréciais chez elle, que je pourrais vouloir déposer une note auprès du bureau du registre foncier de mon comté afin d'avertir toute partie intéressée que j'étais la seule propriétaire du bien et qu'aucune modification affectant l'emprise au sol de la structure n'avait été autorisée par moi. Elle a dit cela de la façon dont un avocat dit quelque chose quand il sait que cela compte et qu'il ne veut pas avoir à le répéter 2 fois. Je lui ai demandé combien coûterait l'examen complet du contrat de construction et des documents de prêt afin d'identifier si Marcus disposait d'un pouvoir de signature supplémentaire que j'aurais négligé. Elle m'a proposé un forfait. J'ai dit oui. Je lui ai envoyé tous les documents utiles l'après-midi même depuis mon ordinateur du travail pendant ma pause déjeuner, le contrat de construction,
les documents de prêt, les plans originaux et une photo que j'avais prise ce mardi soir de mars de l'avenant. Qui se trouvait toujours dans cette chemise manie sur le bureau de Marcus, là où je l'avais laissé exactement comme je l'avais trouvé. La chose suivante dont j'avais besoin était une image plus claire de la compréhension réelle qu'avait Loretta de ce qui se passait, car il y a deux versions de Loretta dans cette histoire, et elles comptent différemment. Il y a la version où Loretta était une bénéficiaire passive, où Marcus était allé la voir en lui disant « Eh, maman. Je veux te construire un espace pour que tu puisses venir nous voir plus facilement. » Et où elle avait été flattée et avait dit oui sans réaliser pleinement que ce bien n'était pas à lui pour le lui offrir. Et il y a la version où Loretta avait été participante, où elle avait rencontré le constructeur, examiné les plans, approuvé les finitions et s'était considérée comme acquéreuse d'une résidence permanente sur un terrain à la construction duquel elle n'avait rien contribué. J'avais un fort soupçon sur la version qui était réelle. La façon dont je l'ai confirmée s'est faite par l'intermédiaire d'une femme nommée Beth Coulson. Beth avait 67 ans et vivait sur la propriété adjacente à la mienne dans le comté de Harmon, séparée par une ligne de clôture et un chemin d'accès partagé. Et elle était devenue, au fil de mes années de visite sur ce terrain, quelqu'un que je décrirais comme une voisine au sens ancien du terme, quelqu'un qui faisait attention, qui remarquait les choses. Qui avait une mémoire digne d'un bureau de cadastre et une franchise sur laquelle j'étais venu à compter. Beth avait vu le début de la construction. Elle avait fait signe aux ouvriers. Elle avait été, comme elle me l'a dit lorsque je l'ai appelée ce jeudi après-midi, très intéressée par les allées et venues d'une Buick Le Sabre couleur crème particulière qui apparaissait sur le chantier. J'ai demandé à Beth de me décrire la femme qui conduisait la Buick. Elle m'a décrit Loretta Whitfield jusqu'à ses lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. Beth m'a dit que la femme que je savais maintenant être Loretta était venue sur le site au moins 4 fois au cours des 2 derniers mois. Qu'elle était entrée à l'intérieur de la structure avec l'entrepreneur lors d'au moins 2 de ses visites, et que lors d'une visite, elle avait apporté un classeur. Beth l'a décrit comme un épais classeur blanc avec des poches plastifiées, le genre dans lequel on met des échantillons, et que lors de sa visite la plus récente, environ 9 jours avant que je ne trouve l'avenant. Elle avait arpenté le périmètre arrière de la structure, la section ajoutée avec 1 mètre ruban. 1 mètre ruban. Loretta Whitfield s'était rendue sur le site de la maison que je construisais sur un terrain que j'avais acheté au prix de 8 ans de mon travail. Et elle avait arpenté le périmètre de la suite qu'elle avait fait ajouter à son nom avec 1 mètre ruban pour vérifier les dimensions de l'espace qu'elle avait décidé qu'elle allait occuper. Je suis resté assise avec cela un moment. Puis j'ai appelé Gwendaline Torres et je lui ai demandé d'ajouter une analyse de l'impact financier des avenants à son examen, en particulier pour savoir si les 41 000 $ déjà versés pouvaient être récupérés, et auprès de qui. Le déblocage de fonds, comme Gwendaline me l'expliquerait plus tard en détail, était la preuve la plus nette dont je disposais. Le prêt à la construction était un actif matrimonial. Il avait été souscrit à nos 2 noms, et Marcus avait signé l'autorisation d'emprunteur lui donnant accès à la gestion administrative des déblocages. Mais le versement de 41 000 $ pour une modification qui n'avait pas été approuvée par l'emprunteuse principale, c'est-à-dire moi, celle qui possédait les revenus d'admissibilité. La propriété du bien et le rôle explicite de gestion de projet a été quelque chose dont nous allions discuter dans un cadre formel. Gwendaline était très calme lorsqu'elle a dit cela. Ce calme était de ceux qui viennent du fait de savoir qu'on a les mains propres. Je veux vous dire ce que ces jours-là m'ont fait ressentir, parce que je pense que c'est important. Et parce que je pense que certains d'entre vous ont vécu une version de cela. La période entre le moment où l'on sait et celui où l'on agit, lorsque l'on porte la connaissance seule et que la personne qui vous a fait du tort ne sait pas que vous la portez. Ces jours-là sont étranges. La maison que vous partagez avec quelqu'un qui vous a menti a le même aspect. Les routines du matin ont le même aspect. Vous prenez votre petit déjeuner en face d'une personne qui croit maîtriser la situation, qui croit que vous n'avez rien remarqué, qui se félicite peut-être même en silence de la fluidité des choses. Et vous souriez au bon moment, vous posez des questions sur les bonnes choses, et vous ressentez non pas de la paix, mais quelque chose qui fonctionne comme elle, une stabilité temporaire qui vient du fait d'avoir un plan. Marcus ne se comportait pas, pendant ces 11 jours entre l'avenant et ma découverte, ni pendant les jours qui ont suivi, comme un homme qui savait qu'il avait fait quelque chose de mal. Il se comportait comme un homme qui avait pris une décision qu'il s'attendait à expliquer un jour à sa femme comme un fait accompli. À la manière dont les gens à qui l'on a permis de prendre des décisions unilatérales pendant assez longtemps commencent à supposer que leur autorité est un simple élément du paysage. Il était joyeux. Il parlait des options de carrelage pour la salle de bain principale.
Il m'a montré une photo sur son téléphone de l'emplacement de la fenêtre sur le mur nord. Il disait des choses comme « Dal pense que nous serons hors d'air d'ici la fin mai. C'est pas génial ?» Et je disais « Oui, c'est génial. » Et je prenais note de chaque chose qu'il disait. Je ne l'ai pas affronté. Je veux être précise sur le pourquoi. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'incertitude. C'était la même discipline que ma mère m'avait enseignée à cette table de cuisine. On ne répond pas à une crise tant qu'on n'en comprend pas toutes les dimensions. Parce que répondre avant de comprendre donne à l'autre personne l'avantage de définir les termes. J'avais encore des choses à apprendre. J'avais encore des documents à rassembler et j'avais besoin que chaque papier soit en ordre avant de bouger, parce que lorsque je bougerais, j'avais l'intention de bouger complètement. Le 4e jour après avoir trouvé l'avenant, je me suis rendu sur le chantier. Y suis allé un mercredi matin où j'avais ma journée de repos, j'y suis allé seul, et j'ai dit à Marcus que j'allais vérifier l'avancement de l'ossature de la cuisine parce que j'avais une question sur l'agencement du garde-manger, ce qui était vrai. Mais j'ai aussi arpenté tout le périmètre de la structure de mes propres yeux. Et je me suis tenu à l'arrière du bâtiment, j'ai regardé la section qu'on ajoutait et j'ai pris des photos. 47 photos horodatées avec les données de géolocalisation activées sur mon téléphone. L'agrandissement était substantiel. Les fondations avaient été coulées. L'ossature était en cours. Il y avait une porte d'entrée latérale séparée sommairement encadrée dans ce qui allait clairement être un point d'accès extérieur privé. Dal Forsythe était là. Il m'a vu. Il avait l'expression particulière d'un homme qui essaie de deviner ce que quelqu'un sait, un visage que j'avais vu assez souvent dans des contextes cliniques pour le reconnaître immédiatement. Je ne lui ai pas facilité la tâche. J'ai dit, Dal, faites-moi faire le tour des plans tels qu'ils se présentent actuellement, voulez-vous ? Et il m'a fait faire le tour. Il n'a rien proposé de lui-même concernant l'avenant. Il n'a pas fait référence à l'extension de manière explicite, si ce n'est sous le nom de « module arrière », ce qui était écrit sur les plans révisés qu'il m'a montrés. J'ai posé des questions sur la kitchenette. Il a dit quelque chose sur le fait qu'elle était conçue pour des visites de la famille élargie. J'ai demandé qui avait choisi les finitions. Il a dit que les sélections avaient été faites par le propriétaire. J'ai dit, oui, en effet. J'avais fait les sélections d'origine. Qui a fait les choix pour le module arrière ? Il est resté silencieux un moment, puis il a dit que la mère de Marcus avait été impliquée dans certaines décisions pour cet espace. J'ai dit, je vois. J'ai pris des notes sur mon téléphone. J'ai remercié Dal pour son temps. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Patricia à la banque et lui ai demandé de marquer le compte afin que toute future demande de déblocage nécessite une double autorisation, c'est-à-dire mon approbation explicite en plus de tout document provenant de Marcus ou de l'entrepreneur. Patricia a dit qu'il lui faudrait cette demande par écrit. J'ai dit que je la lui transmettrais avant la fin de la journée. Elle a dit qu'elle comprenait. J'ai envoyé la demande écrite depuis mon courriel personnel à 16h47 cet après-midi-là, adressé à elle, et j'ai également demandé à Patricia de m'envoyer un historique complet des versements du prêt depuis son origine. Ce que cet historique a montré lorsqu'il est arrivé 2 jours plus tard dans ma boîte de réception, c'est que le total des déblocages sur le prêt à ce jour était conforme au budget d'origine, à l'exception d'une modification, l'avenant de février. La valeur totale de l'ajout de la suite, telle qu'indiquée sur l'avenant, était de 93 000 $. Les 41 000 $ déjà versés représentaient le premier déblocage sur ce montant, ce qui signifiait qu'il y avait encore en attente de futures demandes de déblocage environ 52 000 $ supplémentaires que quelqu'un prévoyait de dépenser pour la suite de Loretta Whitfield sur mon terrain, avec mon prêt. J'ai transmis l'historique des déblocages à Gwendaline et lui ai demandé de me conseiller sur mes options concernant les 41 000 $ existants et le reste des sommes engagées. J'ai également pris rendez-vous le même jour avec une avocate spécialisée dans les divorces, non pas parce que j'avais décidé de ce que je voulais faire, mais parce que je devais comprendre l'ensemble de ma position juridique avant de prendre la moindre décision. Le rendez-vous était avec une femme nommée Rachel Okafor, hautement recommandée par une de mes collègues dont le propre divorce avait été compliqué par un partenariat commercial et qui avait décrit Rachel comme quelqu'un qui ne vous fait pas perdre votre temps ni le sien. J'ai donné mon nom à la réceptionniste de Rachel et j'ai demandé le premier rendez-vous disponible. Elle avait une annulation le lundi. Je l'ai pris. J'ai aussi appelé ma mère. Ma mère, qui s'appelle Diane Boone, qui a 57 ans et qui a suffisamment vu le monde pour ne pas avoir besoin qu'on adoucisse les choses pour elle, a écouté tout ce que j'avais à dire sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini,
Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « De quoi as-tu besoin de ma part là, tout de suite ?»« Pas, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Pas, je te l'avais bien dit pour cette famille. » Aucune des choses qu'elle aurait pu légitimement dire. « De quoi as-tu besoin ?» Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle garde cela entre nous pour l'instant. Elle a dit, « Bien sûr. » Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a dit qu'elle le savait. Et elle a ajouté, juste pour que ce soit clair, le terrain est à toi, la maison est à toi et personne n'a le droit d'en prélever un morceau sans te demander ton avis. J'ai dit, je sais, maman. Elle a dit, bien. Assure-toi qu'il le sache aussi. Le lundi est arrivé. Le bureau de Rachel Okafor se trouvait au 4e étage d'un immeuble du centre-ville de Greensboro. C'était une femme d'environ 45 ans avec une intensité silencieuse et une façon d'écouter qui me rappelait les meilleurs médecins-chefs avec lesquels j'avais travaillé. Ceux qui écoutaient tout avant de se former une opinion. J'ai exposé la situation dans l'ordre, le terrain, la structure du prêt, les plans d'origine, l'avenant, le versement, les visites de Loretta sur le site, le blocage de double autorisation que j'avais mis en place et les conclusions préliminaires de Gwendaline. Rachel ne semblait surprise par rien de tout cela. Elle a posé des questions de clarification. Elle a posé des questions sur les enfants. Nous n'en avions pas. Elle a posé des questions sur les revenus de Marcus par rapport aux miens. Elle a posé des questions sur d'éventuels actifs joints autres que le prêt à la construction. Et je lui ai détaillé notre compte chèque joint, son compte de retraite et le contrat de location qui était à nos deux noms. Elle a demandé depuis combien de temps nous étions mariés. 6 ans, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Elle a dit qu'en Caroline du Nord, les biens matrimoniaux acquis pendant le mariage, y compris certaines dettes et actifs, étaient soumis à une répartition équitable. Et que ma position concernant le terrain était solide parce que chaque acte de propriété était à mon seul nom et que le financement provenait de manière démontrable d'épargne prémaritale et de mes revenus individuels. Le prêt à la construction était plus flou parce qu'il était aux deux noms, a-t-elle dit. Mais le déblocage non autorisé et la modification sans mon consentement étaient des faits auxquels un tribunal accorderait de l'importance, a-t-elle ajouté. La question n'est pas de savoir si vous avez un dossier. La question est de savoir quel résultat vous voulez et comment vous voulez y parvenir. Je lui ai dit que je n'avais pas encore décidé ce que je voulais. Je lui ai dit que j'étais encore en train de rassembler des informations. Elle a hoché la tête. C'est cette phrase qui a accéléré mon calendrier. Cette semaine-là, la semaine après la réunion avec Rachel, j'ai pris les mesures suivantes dans l'ordre, avec le genre de concentration méthodique que j'avais autrefois appliqué à ma certification d'infirmière. Assoupir de dédain chaque achat de terrain et à chaque budget que j'avais jamais construit. J'ai transféré mon épargne personnelle et le compte d'épargne à mon seul nom dont Marcus connaissait l'existence, mais dont le solde s'élevait à 92 400 $ vers un nouveau compte dans un autre établissement. Que j'ai ouvert le mardi dans une succursale où je n'avais jamais fait d'opération bancaire avec Marcus. J'en avais légalement le droit. Le compte était à moi. Je l'ai déplacé. J'ai contacté mon service des ressources humaines et j'ai discrètement mis à jour mes informations de virement automatique afin que mes paies soient déposées entièrement sur le nouveau compte plutôt que sur le compte chèque joint que nous partagions. J'avais été la principale contributrice de ce compte joint pendant la majeure partie de notre mariage et Marcus l'utilisait librement. Y est laissé un solde de 3 000 $, suffisant pour couvrir les paiements automatiques partagés pendant 2 cycles de facturation, et j'ai cessé d'y contribuer. J'ai demandé à Gwendaline de rédiger un avis formel à Dal Forsythe indiquant qu'en tant que seul propriétaire de la parcelle du comté de Harmon, j'étais la seule partie autorisée à approuver des modifications structurelles et que tous les travaux sur l'agrandissement du module arrière devaient être suspendus en attendant un examen de la documentation d'autorisation. Elle l'a rédigé le jour même. Nous l'avons envoyé par courrier recommandé et par courriel le mercredi matin. J'ai également demandé au bureau du registre foncier de mon comté, comme Gwendaline me l'avait conseillé, de noter ma propriété exclusive sur le registre foncier. Une étape simple, publiquement visible, accomplie. Le jeudi, j'ai reçu un appel de Marcus à 15 h. J'étais entre deux patients. J'ai laissé aller sur la boîte vocale. Il a rappelé à 15h47. J'ai laissé passer celui-là aussi. À 16h15, il a envoyé un SMS qui disait « Dal dit qu'il a reçu une lettre. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé ce message pendant un long moment. Puis j'ai remis mon téléphone dans ma poche et j'ai terminé ma garde. Ce soir-là, Marcus était à la maison quand je suis arrivé.
Il était dans la cuisine, debout plutôt qu'assis, ce qui était sa façon de se tenir lorsqu'il préparait quelque chose qu'il ne savait pas trop comment dire. Il a commencé par Dal. Il a dit que Dal avait reçu une lettre d'avocat, et qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai dit, je suis au courant pour l'avenant, Marcus. Je le lui ai dit de la même manière que j'aurais pu annoncer à un patient ce que montraient ses analyses. Clairement, sans hausser le ton, sans lui laisser d'échappatoire. Il est passé par plusieurs phases en environ 4 minutes. La première phase a été la tentative de présenter cela comme une surprise, quelque chose qu'il avait prévu de me dire, quelque chose qui n'était pas un problème aussi grave qu'une lettre d'avocat formelle le laissait entendre. Je l'ai laissé finir. La deuxième phase a été le virage vers Loretta. Elle avait mentionné qu'elle aimerait pouvoir venir plus facilement. Elle ne rajeunissait pas. Il s'était simplement dit que ce serait bien pour elle d'avoir son propre espace lorsqu'elle viendrait séjourner. Je l'ai laissé finir. La troisième phase a été le premier soupçon d'accusation. Pourquoi étais-je allé dans son dos à la banque? Pourquoi envoyais-je des lettres d'avocat sans lui en parler? Pourquoi faisais-je de cela quelque chose de plus grand que ce que cela devait être? Cette troisième phase est le moment où j'ai pris la parole. Je lui ai dit que le terrain était à moi. Je lui ai dit que j'avais les actes pour le prouver. Je lui ai dit que j'avais 8 ans de reçu. Je lui ai dit que j'avais les documents de prêt montrant mon revenu comme base d'admissibilité, mon historique de crédit comme fondation, et ma signature comme emprunteuse principale. Je lui ai dit que j'avais l'historique des déblocages montrant 41 000 $ dépensés pour une modification que je n'avais pas approuvée. Je lui ai dit que j'avais des photographies du site datant de mercredi dernier montrant une suite avec entrée privée en cours de construction. Je lui ai dit que j'avais des notes de ma voisine faisant état de 4 visites distinctes de sa mère avec un mètre ruban et un classeur. Je lui ai dit que j'avais parlé à la fois à une avocate en droit immobilier et à une avocate en droit du divorce et que j'étais consciente de mes droits sur tous les fronts pertinents. J'ai dit tout cela sans élever la voix, sans trembler, sans larmes. Marcus m'a fixé. L'énergie de s'expliquer s'est vidée de lui de manière visible, de la façon dont cela se produit quand quelqu'un réalise que la version de la conversation à laquelle il s'était préparé n'est pas celle dans laquelle il se trouve. Il a dit qu'il ne savait pas que j'avais parlé à des avocats. J'ai dit, je sais que tu ne le savais pas, il a dit qu'il ne pensait pas que j'irais aussi loin. J'ai dit, aussi loin, c'est-à-dire, Marcus? Il n'a pas répondu. Je lui ai dit que j'avais besoin de 3 jours. Je lui ai dit que pendant ces 3 jours, j'allais terminer ma collecte d'informations, puis que nous aurions une conversation complète avec des conditions claires. Je lui ai dit qu'en attendant, la construction du module arrière resterait suspendue. Aucun autre déblocage ne serait approuvé sans mon consentement écrit, et je m'attendais à ce qu'il ne contacte pas Dal, ne contacte pas la banque et ne contacte pas Loretta en mon nom. Il a dit, tu ne peux pas me dire de ne pas appeler ma mère. J'ai dit, je ne te dis pas de ne pas appeler ta mère. Je te dis de ne pas l'appeler à ce sujet. Puis je me suis levé, je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Pendant ces 3 jours, j'ai appris des choses que je ne savais pas encore. Gwendaline est revenue vers moi avec son examen complet du contrat de construction. Ce qu'elle a trouvé, c'est que l'autorité de Marcus en tant que représentant de l'emprunteur avait été documentée d'une manière administrativement valide mais substantiellement étroite. Il était autorisé à approuver les demandes de déblocage conformes aux plans approuvés, non à approuver des modifications de ces plans. L'avenant représentait donc un dépassement de son pouvoir de signature, et le déblocage de 41 000 $ avait été versé au titre d'une modification que l'emprunteuse principale, moi, n'avait pas autorisée. Gwendaline a dit, nous avons de solides arguments pour récupérer ce montant, soit auprès de Marcus personnellement, soit auprès de l'entreprise de construction de Dal Foresight, selon la façon dont la clause d'indemnisation du contrat s'applique. Elle a également noté que Dal Foresight avait l'obligation professionnelle de vérifier l'autorisation du propriétaire avant d'apporter des modifications au plan. Il avait manqué à cette obligation. Il pourrait vouloir envisager, a-t-elle dit avec un calme très précis, de se montrer coopératif le moment venu. Le deuxième de mes 3 jours, j'ai parlé à quelqu'un à qui je n'avais pas prévu de parler. Elle s'appelait Vanessa Cole, et c'était une femme que je connaissais de l'église, qui était une présence silencieuse dans ma vie depuis plusieurs années. Pas une amie proche, plutôt une personne constante, le genre de personne qu'on voit assez régulièrement pour avoir instauré une vraie familiarité. Vanessa était aussi, d'une manière que j'ignorais jusqu'à cette semaine-là,
une personne qui observait la situation avec Marcus et Loretta depuis plus longtemps que je ne l'avais compris. Elle m'a appelé à l'improviste le mardi soir, ce dont j'ai compris plus tard que ce n'était pas tout à fait une coïncidence. Quelque chose dans mes actions récemment visibles était revenu aux oreilles de gens qui prêtaient attention. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Il y a eu une pause, puis elle a dit, « Cassie, cela fait un moment que je veux te dire quelque chose, je n'arrête pas de me raviser, mais j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête de me taire. » Je lui ai dit d'y aller. Ce que Vanessa m'a raconté, c'est qu'environ 8 mois plus tôt, elle avait assisté à une fête de naissance pour une connaissance commune dans la communauté religieuse de Loretta. Pas un endroit que je fréquentais, mais où Vanessa allait. Et lors de cette fête, elle avait surpris une conversation entre Loretta et 2 femmes qu'elle ne connaissait pas, dans laquelle Loretta décrivait la maison en construction à ma maison sur mon terrain comme quelque chose que Marcus construisait pour la famille. Et avait spécifiquement mentionné qu'il y aurait une aile conçue pour qu'elle y emménage de façon permanente le moment venu. De façon permanente, pas comme invitée, pas pour des visites prolongées, de façon permanente. J'ai remercié Vanessa. Je lui ai demandé si elle accepterait d'écrire ce qu'elle avait entendu avec la date et le cadre, et de me l'envoyer. Elle a dit, bien sûr. Elle m'a envoyé cela le soir même. Je l'ai transmis à Gwendaline et à Rachel. Le 3e jour, j'ai appelé Loretta. Je veux être clair sur le fait qu'il s'agissait d'une décision stratégique, et non émotionnelle. Je l'ai appelée parce que j'avais besoin d'entendre, de sa propre bouche, ce qu'elle comprenait de cet arrangement. Parce qu'il y a une différence significative, juridiquement et moralement, entre une femme qui a été induite en erreur par son fils sur ce qui lui était offert et une femme qui a activement participé à la conception d'un plan pour s'approprier le bien d'une autre femme. Et au moment où j'ai appelé Loretta Whitfield, j'étais assez certaine de savoir déjà laquelle des 2 elle était, mais j'avais besoin de l'entendre. L'appel a duré 11 minutes. Elle a répondu chaleureusement, comme elle le faisait toujours avec moi, cette chaleur particulière qui avait toujours semblé légèrement surjouée, une chaleur dirigée vers la surface de ma personne, vers l'espace en forme d'épouse que j'occupais, plutôt que vers moi spécifiquement. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'appelais au sujet de la maison. Elle a dit, oh, oui. Elle était si enthousiaste à ce sujet. Elle a dit qu'elle avait regardé quelques idées pour le carrelage de la salle de bain de sa suite. Elle a dit qu'elle pensait qu'une terre cuite chaleureuse serait ravissante, et qu'elle espérait que cela ne me dérangeait pas. Elle en avait déjà parlé à Dal. Sa suite. Je lui ai demandé très calmement si elle comprenait à qui appartenait le terrain sur lequel la maison était construite. Elle a répondu et je la cite aussi précisément que possible que ce serait la maison familiale et que la famille l'incluait. Je lui ai demandé si Marcus lui avait dit qu'elle y aurait une résidence permanente. Elle a dit que Marcus avait été très clair sur le fait qu'elle aurait son propre espace. Je lui ai demandé si quelqu'un lui avait montré un document juridique, un acte, une servitude, un contrat de bail lui donnant un droit quelconque sur cet espace. Elle a marqué une pause. Puis elle a dit qu'elle ne pensait pas qu'il soit nécessaire de le mettre par écrit. C'est à cela que sert la famille. J'ai laissé un blanc pendant un moment. Puis je lui ai dit que le terrain était à moi, chaque acre. Que les prêts étaient à mon nom et garantis par mes revenus. Que l'avenant avait été fait à mon insu et sans mon consentement. Que j'avais parlé à des conseillers juridiques, que la modification avait été suspendue et que je lui disais directement, de femme à femme, qu'il n'y avait pas de suite. Il n'y avait jamais eu de suite dans aucun plan que j'avais autorisé. Ce qui existait, c'était une modification faite par 2 personnes à mon insu, qui ne se concrétiserait pas. Elle a été silencieuse un moment. Puis elle a dit, Marcus m'a dit que c'était convenu. J'ai dit, Marcus vous a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Puis j'ai dit que j'espérais qu'elle allait bien et j'ai raccroché. La conversation formelle avec Marcus a eu lieu le soir de ce 3e jour. J'avais passé 1 heure avant qu'il ne rentre à revoir mes notes et mes documents organisés par catégorie dans un dossier sur la table de la cuisine. Pas pour faire du drame, pour la clarté. Quand il est entré, il a vu le dossier. Il a vu mon visage. Il s'est assis. Je lui ai dit tout ce que je savais dans l'ordre, avec des pièces justificatives pour chaque point, l'avenant, le déblocage, sa signature, les visites du chantier, le témoignage de Beth, la conversation de Loretta lors de la fête de naissance, mon appel avec Loretta cet après-midi-là. Je lui ai dit ce que j'avais fait, le transfert de compte, le changement de virement de salaire, le blocage de double autorisation à la banque, la lettre recommandée à Dal,
la mention au registre foncier. Je lui ai dit que j'avais pris une avocate pour le divorce. Il a tenté une fois de recentrer l'histoire comme un malentendu. Je lui ai demandé de me décrire quelle partie il avait mal comprise, la partie où il avait signé un avenant sur mon terrain sans me demander mon avis, ou la partie où sa mère était allée sur mon chantier avec un mètre ruban en l'appelant sa suite. Il n'a pas répondu. Je lui ai dit ce que je voulais qu'il se passe ensuite. La modification du module arrière ne continuerait pas. Dal Foresight recevrait une confirmation écrite de nous deux indiquant que l'avenant était annulé. Les 41 000 $ déjà versés seraient pris en compte, soit récupérés sur ses ressources personnelles, soit traités dans le cadre des procédures juridiques que j'étais prêt à engager. La double autorisation sur le prêt resterait en place pour le reste de la construction. Et je lui ai dit que je n'étais prêt à prendre aucune décision concernant le mariage tant que je n'aurais pas compris toute l'étendue de ce qui s'était passé ici et quelle était sa compréhension réelle de notre arrangement financier. Il a dit, je pensais faire quelque chose pour ma famille. J'ai dit, tu faisais quelque chose pour ta mère avec mes ressources, à mon insu et sans mon consentement. Ce n'est pas la même chose. Ce soir-là, j'ai de nouveau dormi dans la chambre d'amis, non pas avec un poids dramatique, mais parce que j'avais besoin de réfléchir sans entendre la respiration de quelqu'un d'autre. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été, et je veux être honnête là-dessus, nettes, simples ou particulièrement cinématographiques. Les conséquences le sont rarement. Ce qu'elles sont, c'est cumulative. Elles s'accumulent lentement, puis elles arrivent tout en même temps. Et lorsqu'elles arrivent, elles ont tendance à être exactement proportionnelles à l'ampleur de ce qui a été fait. La lettre formelle de Gwendaline à Dal Foresight a produit des résultats dans les 5 jours ouvrables. Dal, qui était dans le secteur de la construction depuis assez longtemps pour connaître l'odeur des risques juridiques, s'est montré coopératif. Son avocat a envoyé une lettre reconnaissant que l'avenant n'avait pas été vérifié par rapport à l'autorisation de l'emprunteuse principale. Il a accepté un crédit sur les futurs déblocages d'un montant de 41 000 $, ce qui signifiait que les fonds versés seraient appliqués au coût de construction légitime plutôt qu'à la modification annulée. Cela n'a pas ressemblé exactement à une victoire. Cela ressemblait à de la logique comptable, mais la comptabilité est une forme de justice. Quand quelqu'un a joué avec vos chiffres, l'ossature du module arrière qui avait été terminé a été démontée. L'équipe de Dal l'a fait en 2 jours. Je suis allé sur le site l'après-midi où les derniers éléments sont tombés et je me suis tenu sur cette crête en regardant vers l'ouest en direction des montagnes, et j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme mon terrain qui reprenait son souffle. Marcus a pris son propre avocat. La procédure de divorce a officiellement commencé 6 semaines après le soir où j'avais posé le dossier sur la table de la cuisine. En Caroline du Nord, la répartition équitable des biens matrimoniaux prend en compte un certain nombre de facteurs, et Gwendaline et Rachel ont travaillé en étroite coordination sur le cadre de ce qui m'était dû et de ce que je protégeais. Le terrain était le mien sans ambiguïté parce que chaque acte de propriété était à mon seul nom et que le financement était traçable entièrement jusqu'à mon épargne prémaritale et mes revenus individuels. Ce n'était pas sujet à contestation et l'avocat de Marcus n'a pas sérieusement tenté de le contester. Le prêt à la construction était l'élément le plus compliqué. Marcus avait une autorisation administrative sur les déblocages, mais il avait dépassé cette autorité en signant l'avenant. Rachel a soutenu, et la documentation financière le confirmait, que les 68 000 $ que Marcus avait contribué aux dépenses du foyer pendant le mariage, des dépenses qui avaient libéré mes revenus pour les consacrer aux achats de terrain, devaient être mis en balance avec le total bien plus élevé. De ce que j'avais apporté, y compris le coût total du terrain, le premier versement complet du prêt à la construction est la base de revenus principale du prêt lui-même. La comptabilité a été minutieuse, et elle n'était pas flatteuse pour le côté du registre de Marcus. Ce à quoi a finalement ressemblé l'accord, c'est à ceci: j'ai conservé le terrain, la maison en construction et le prêt à la construction complet à mon nom. Marcus a été retiré des documents de prêt, un processus qui a nécessité un refinancement, que j'ai achevé 4 mois après la finalisation du divorce sur la seule base de mes revenus, qui était suffisant. Marcus a reçu une part équitable du compte chèque joint, qui à ce moment-là n'était pas très élevé. Il a conservé son compte de retraite, qui était son principal actif matrimonial, et j'ai reçu un versement d'indemnisation de 32 000 $ en reconnaissance de la disproportion financière de nos contributions respectives pendant le mariage. Le déblocage de construction de 41 000 $ a été déduit du calcul de l'accord. Il a gardé son camion. Il a emménagé dans un appartement à High Point. Il n'allait pas, d'après tous les échos que j'ai reçus dans les mois qui ont suivi par les canaux ordinaires d'un monde social partagé,
particulièrement bien. Pas de façon dramatique, pas d'une manière qui nécessitait mon attention, mais la facilité particulière d'un homme qui a été silencieusement soutenu par une structure qu'il n'a pas construite a tendance à se dissoudre lorsque la structure n'est plus là. Loretta Whitfield. J'ai réfléchi à la façon de décrire ce qui s'est passé avec Loretta parce que la vérité est peut-être plus compliquée que le coup unique et satisfaisant de quelque chose comme un avenant démasqué ou un accord gagné. Ce qui s'est passé avec Loretta est un effondrement plus lent, et c'est un effondrement qu'elle a construit pour elle-même au fil du temps en utilisant des matériaux qu'elle avait choisis. Le projet de suite, lorsqu'il a été connu dans la famille et il l'a été parce que ces choses finissent toujours par se savoir, n'a pas été accueilli de manière uniforme. La sœur aînée de Marcus, une femme nommée Darlene qui vivait à Charlotte et qui s'était toujours méfiée de la forme particulière d'implication de sa mère, m'a appelé après que le dépôt du divorce a été rendu public. Elle m'a dit qu'elle avait appris ce qui s'était passé. Elle s'est dite désolée. Elle a dit qu'elle savait depuis longtemps que leur mère avait une façon de traiter la vie de Marcus NH une extension de la sienne, et qu'elle était désolée qu'il ait fallu autant de temps pour que quelqu'un le dise à haute voix d'une manière qui ait des conséquences. J'ai apprécié cela. Je n'en avais pas besoin. J'avais dépassé le stade d'avoir besoin d'une validation externe à ce moment-là, mais j'ai apprécié. La perception que Loretta avait d'elle-même en tant que personne ayant été injustement privée de quelque chose a continué pendant un certain temps. Elle a dit aux gens, d'après ce qui me parvenait de seconde main, que j'avais détruit le mariage de son fils pour une chambre d'amis. Que j'avais été procédurière, froide, et que j'avais eu recours à des avocats là où une conversation en famille aurait suffi. Le mot qu'elle utilisait le plus souvent, selon quelqu'un qui me l'a rapporté avec un roulement d'yeux à peine contenu, était « calculatrice ». J'ai réfléchi à ce mot pendant un moment et j'ai décidé que c'était la chose la plus exacte que Loretta Whitfield ait jamais dite sur moi. Ce qu'elle ne disait pas aux gens, ce qu'elle ne pouvait pas dire sans révéler son propre rôle, c'est qu'elle était allée sur ce chantier 4 fois, qu'elle avait apporté un classeur d'échantillons de finition, qu'elle avait arpenté l'emprise au sol avec un mètre ruban. Qu'elle avait dit à des femmes de sa communauté religieuse, lors d'une fête de naissance 8 mois avant que l'avenant ne fasse surface, qu'elle obtenait une aile permanente dans une maison à la construction de laquelle elle avait contribué $0. Qu'elle m'avait dit, lors d'un appel téléphonique de 11 minutes, qu'elle regardait des carreaux de terre cuite pour sa salle de bain. La communauté à laquelle elle avait raconté ces choses a ajusté sa compréhension en conséquence, lentement et sans fanfare. Les femmes qui l'avaient entendu décrire l'aile lors de la fête de naissance me connaissaient aussi, me connaissaient de réputation, et certaines d'entre elles savaient ce qui s'était réellement passé. La réputation dans une communauté de cette taille est une chose vivante, et elle se déplace plus vite que la personne qu'elle laisse derrière elle. Loretta n'a pas été rejetée. Rien d'aussi tranché. Mais la version d'elle-même qu'elle avait jouée, la matriarche bienveillante faisant une demande modeste et raisonnable pour être proche de sa famille, ne trouvait plus le même public à critique qu'autrefois. Marcus, de son côté, n'a pas pris publiquement son parti. Il n'était pas en position de le faire. Il savait ce que disait le document. Il savait que sa signature était sur l'avenant et que l'avenant n'était pas autorisé, et que ce n'était pas une question de point de vue. Quelle que soit l'histoire qu'il se racontait en privé, il la gardait privée. La relation de Loretta avec Marcus a également changé, bien que ce ne soit pas de la manière qu'elle avait anticipé. Lorsque la suite a disparu, que le divorce a été déposé et que les conséquences sont devenues visibles, Loretta a commencé à comprendre que son plan avait coûté à son fils beaucoup plus qu'une aile pour inviter. Marcus n'était pas publiquement en colère contre elle. Il n'avait pas le tempérament pour un affrontement ouvert avec sa mère, ce qui était précisément la qualité qui avait rendu tout cela possible au départ. Mais la version chaleureuse, disponible et perpétuellement accommodante de lui sur laquelle elle avait compté a commencé au fil des mois à devenir quelque chose de plus réservé et de moins accessible. Pas une rupture, plutôt une lente réduction. Il a déménagé à High Point, il a appelé moins souvent et il a décliné les réunions de famille pendant les fêtes avec la fréquence prudente de quelqu'un qui gère quelque chose qu'il ne sait pas exprimer. J'ai appris cela par Darlene, qui est restée en contact occasionnel avec moi au cours de l'année suivant le divorce et qui m'a dit, avec un sens de la formule sobre que j'ai appris à apprécier, que leur mère trouvait le nouvel arrangement difficile. Difficile. Oui, j'imagine qu'elle le trouvait difficile. 11 mois après la finalisation du divorce, la maison était terminée. Je veux vous dire ce que cela fait de se tenir dans une maison qu'on a construite sur un terrain qu'on a acheté avec son propre argent, un mercredi matin d'octobre, sans le nom de personne d'autre sur l'acte. Sans les meubles de personne d'autre dans les pièces et sans l'obligation d'expliquer sa présence à quiconque.
Les sols sont en chêne blanc à large latte. La cuisine a un îlot en retombée dans une pierre vert foncé que j'ai choisi moi-même, que j'ai conduite jusqu'au fournisseur pour voir en personne, pour laquelle je me suis battu lorsque l'estimation des coûts est arrivée élevée. Puis pour laquelle j'ai trouvé l'argent nécessaire pour me l'offrir malgré tout. Les fenêtres du mur ouest du salon donnent sur les montagnes. Et en fin d'après-midi, la lumière entre par ces fenêtres selon un angle qui tourne tout à l'ambre et au chaud. L'arrière de la maison, où l'agrandissement avait été brièvement charpenté, est une terrasse couverte. C'est maintenant ma terrasse couverte, assez large pour une longue table en bois, 6 chaises et une guirlande lumineuse que j'ai accrochée moi-même sur une échelle un samedi de septembre, avec ma mère qui tenait la base en me disant de faire attention. Cette terrasse couverte donne sur les 12 acres en contrebas vers le ruisseau, qui coule vite en hiver et lentement en été, et à côté duquel je me suis assise sur une chaise de camping avec un café plus de fois au cours de cette première année que je ne peux en compter. Ma mère vient me rendre visite pendant 2 semaines chaque printemps. Elle dort dans la chambre d'amis, une vraie chambre d'amis, ce que sont les chambres d'amis. Et le matin, nous nous asseyons sur cette terrasse et buvons du café. Et elle me raconte sur sa propre vie des choses qu'elle n'avait jamais eu un endroit assez calme pour dire auparavant. Ma collègue Priya est venue en juillet avec son mari et leur fille, et nous avons dîné à la longue table de la terrasse 2 soirs de suite. Et le deuxième soir, sa fille s'est endormie sur le canapé et nous sommes restés assises dehors jusqu'à passer minuit à parler de rien d'important et de tout ce qui comptait. J'ai 32 ans. Je vis dans une maison que j'ai construite sur un terrain que j'ai acheté. Je possède 12 acres de forêt de feuillus mixtes dans le comté de Harmon, en Caroline du Nord. Et par les soirées dégagées, je peux voir plus d'étoiles que je n'en ai jamais pu en voir depuis la location de Greensboro. Mon compte d'épargne, celui que j'ai transféré dans la nouvelle banque il y a 14 mois, est remonté à un peu plus de 70 000 $. Mon virement automatique arrive sur mon compte. Mon prêt est à mon nom. Mon registre foncier ne montre qu'une seule propriétaire. Je travaille 4 jours par semaine maintenant, par choix, ayant réorganisé mon emploi du temps après le divorce pour refléter une vie qui ne m'oblige plus à faire des doubles gardes pour compenser l'insouciance financière de quelqu'un d'autre. Je cours 3 matins par semaine sur le chemin d'accès qui borde la propriété de Beth Coulson. Et quand nous nous croisons, elle me fait signe et m'apporte parfois des tomates de fin de saison de son jardin. Et nous restons près de la clôture pendant 15 ou 20 minutes, comme le font les bons voisins. Je ne suis pas seul. J'ai été seul pendant des années au sein de mon mariage. Une sorte de solitude structurelle qui vient du fait d'être constamment non vu par la personne qui était censée vous voir. Ce que j'ai maintenant n'est pas l'absence de solitude par le biais de la compagnie. C'est la véritable présence de ma propre vie qui semble, si je suis honnête, plus spacieuse et plus mienne que tout ce que j'avais auparavant. Il y a des choses que je veux encore. J'ai 32 ans et je n'ai pas fini d'avoir des envies. Mais j'ai appris et c'est peut-être la leçon qui coûte le plus cher à acquérir que ce que je veux ne peut pas être confié à quelqu'un qui traite mes ressources comme ambiantes, comme un arrière-plan, comme simplement disponible. Ce que je veux exige quelqu'un qui comprenne que ce terrain, cette maison et ce compte d'épargne ne représentent pas seulement de l'argent, mais du temps, et que mon temps n'est pas une ressource renouvelable à dépenser au service d'arrangements que je n'ai pas conçus. Je pense parfois à cette table de cuisine. La table de cuisine de ma mère, le bloc-notes jaune, le stylo à billes bleues. À quel point on m'a appris tôt à comprendre l'arithmétique de ma propre vie. Comment cette arithmétique a été finalement la chose qui m'a protégé quand tout le reste était discrètement renégocié à mon insu. Je pense au mot que Loretta a choisi, calculatrice. J'ai décidé de me l'approprier. Calculer, c'est réfléchir clairement aux causes et aux conséquences, à ce qui vous est dû et à ce que vous avez payé. À ce qu'une chose vaut réellement et à ce que vous êtes réellement prête à accepter. Calculer, c'est compter avant de signer. Calculer, c'est savoir, quand quelqu'un met un document devant vous ou ne le met pas alors qu'il le devrait, exactement ce que vous regardez et exactement ce que cela signifie. Le calcul a conservé mon terrain. Le calcul a conservé mon argent. Le calcul a reconstruit ce que le mariage m'avait coûté depuis lors, avec les intérêts. J'ai trouvé l'avenant un mardi soir de mars dans une chemise manie sur un bureau dans une maison à laquelle je n'appartenais plus tout à fait. Je me suis tenu dans cette cuisine avec un morceau de papier qui me disait clairement, dans le langage des entrepreneurs, exactement ce que 2 personnes pensaient que mon terrain devait servir à faire. Et je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je ne les ai pas appelés pour exiger une explication qu'ils auraient façonnée à leur avantage. J'ai pris une photo. Je suis allé me coucher.
J'ai appelé la banque le matin. Du matin où j'ai appelé la banque jusqu'au matin où je me suis tenu seul sur cette crête pour regarder la charpente être démontée, tout ce que j'ai fait était délibéré. Tout a été documenté. Chaque étape a été conçue pour arriver à une position que personne ne pouvait contester parce que le dossier était clair et que le dossier était le mien. La maison est à moi. Les 12 acres sont à moi. Le ruisseau, les feuillus, la crête et la lumière d'octobre sont à moi. Et les matins où je m'assois sur cette terrasse couverte où la suite de quelqu'un d'autre a été brièvement et incorrectement planifiée, je ressens quelque chose que je ne peux décrire que comme la paix spécifique et complète d'une femme qui a refusé de perdre en silence. Ce n'est pas du pardon. Je veux être clair. Le pardon est une affaire spirituelle privée et ce n'est pas le sujet de cette histoire. Le sujet de cette histoire, c'est que j'avais les preuves et que je les ai utilisées. Le sujet, c'est que la documentation n'est pas une vengeance. C'est une protection. Le sujet, c'est que le langage de l'amour et de la famille, lorsqu'il est utilisé par des gens qui déplacent votre argent et modifient votre propriété sans votre consentement, n'est pas de l'amour et n'est pas de la famille. C'est un argument utilisé vous maintenir immobile pendant que quelqu'un d'autre finit de dessiner les plans. Je ne suis pas immobile. Je suis sur ma terrasse. Je regarde les montagnes et les plans sont les miens. Maintenant, si quelque chose dans cette histoire a réveillé quelque chose en vous, si à un moment quelconque vous avez reconnu une version de ce sentiment à la lente accumulation d'une chose fausse expliquée comme quelque chose de normal. La découverte progressive que les personnes les plus proches de vous ont pris des décisions sur votre vie sans vous, laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi ce qui vous a touché le plus près. Dites-moi ce avec quoi vous vivez. Et si vous connaissez quelqu'un qui en est encore à la partie de l'histoire qui précède l'appel à la banque, quelqu'un qui doute de ce qu'elle sait, quelqu'un à qui l'on a dit qu'elle était trop sensible alors qu'elle a en fait parfaitement raison, partagez cette vidéo, parce que parfois, ce dont on a besoin, c'est de voir quelqu'un d'autre compter clairement, agir prudemment et ressortir en tenant tout ce qui lui appartenait. Documentez ce que vous savez, comprenez ce qui vous est dû. Ne protégez pas le silence des gens qui ne vous ont pas protégé. Laissez votre « j'aime », abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Nous racontons ici des histoires de femmes qui ont décidé que la vérité valait plus que le confort de ne pas savoir. Une forte accolade à tous ceux qui regardent. Et rappelez-vous, il n'y a rien de calculateur à savoir exactement ce que vaut votre propre nom sur un acte de propriété.